Alors avec moi pour commenter ce qui agite la tech, eh bien Alain Staron, le disrupteur Alain Staron, fondateur d'Amborella. Et nous avons également avec nous en visio, je vous l'ai promis, Guillaume Tissier, qui est le directeur associé de Avisa Partners et co-organisateur de ce FIC, le Forum international sur la cybersécurité. Donc ça va être le premier sujet qu'on va aborder ensemble. Comme ça, je vous libère assez rapidement. Guillaume Tissier, merci beaucoup d'être connecté avec nous parce que ce salon, je vous le fais débriefer, mais il n'est pas totalement terminé. Effectivement, il se termine ce soir après 3 jours de travaux intenses. Et on a eu aujourd'hui un peu plus de 10 000 personnes depuis le début. Donc c'est un peu le FIC de la relance, de la reprise. Oui, alors c'est le signe de quoi tout ce monde qui s'est pressé sur le salon. J'y étais moi-même, j'étais impressionnée dès les premières heures, en fait, dès le mardi. On voyait les files d'attente. C'est dû à quoi? Parce que ce FIC n'a pas eu lieu en janvier, parce que la cybersécurité, c'est de plus en plus au cœur des problématiques. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, j'allais dire, au FIC, aujourd'hui, les professionnels? Je crois que les gens déjà avaient envie de se revoir. Ça fait 19 mois depuis le dernier FIC que la communauté finalement vit à travers de ces écrans. Donc les gens avaient d'abord envie d'échanger, de se revoir, de développer aussi leur business, parce que le FIC c'est à la fois un forum où on discute, où on échange sur le fond, mais c'est aussi un salon où toute la filière finalement présente ses solutions et où des utilisateurs finaux peuvent acheter des solutions également. Donc ça, je crois que c'est le premier point. Ensuite, ce FIC, il est un peu marqué par le signe de l'optimisme. Alors c'est pas toujours, on parle pas toujours d'optimisme quand on parle de cybersécurité, mais on a quand même depuis le début de ce forum le sentiment qu'un certain nombre de choses avancent. Le thème d'ailleurs du forum était la collaboration, la collaboration entre les entreprises et l'État, entre les États eux-mêmes. Et il y a quand même un certain nombre de signaux positifs de ce point de vue-là depuis quelques années. Alors ça ne gomme pas évidemment les sujets d'inquiétude. Les sujets d'inquiétude, on les connaît, hein, une cybercriminalité galopante, des attaques étatiques extrêmement furtives et très dangereuses, un manque de compétences aussi, qui est quelque part très angoissant parce que il n'y aura pas de souveraineté numérique réellement si on n'a pas les compétences nécessaires. Et à côté de ces signaux d'alerte, je le disais, des signaux positifs, la coopération, également des technologies qui progressent, qui permettent aujourd'hui d'automatiser la détection, la réaction. C'est une course, évidemment, mais les technologies quand même progressent. Et puis aussi le fait que la cybersécurité est devenue un sujet de COMEX. Et toutes les entreprises qui ont notamment fait l'objet d'attaques aujourd'hui admettent que ce sujet est un sujet stratégique. Donc c'est là voilà, des signaux extrêmement positifs pour toute la filière. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on a gagné en maturité sur ces questions de cybersécurité au sein des entreprises. En revanche, il y a eu des nouveautés. Alors, en l'occurrence, moi, j'ai suivi de près ce qui se passait autour de l'OT. Donc, on a l'IT, hein, l'Information Technology et l'Operational Technology. Et là, on sent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, pour cette construction de l'industrie 4.0, on ne parle plus seulement de protéger les données, on parle de protéger des systèmes opérationnels qui sont entièrement numérisés. Les usines sont des énormes objets connectés. Et aujourd'hui, le chef de l'automatisme et le chef de l'information, des systèmes d'information, c'est pas le même. Ils ne parlent pas forcément le même langage. Donc on voit qu'il y a quand même aussi tout un nouveau champ avec la transformation numérique qui reste à explorer. Il y a effectivement des angles morts en matière de cybersécurité. Les technologies opérationnelles en sont un. On n'a pas aujourd'hui effectivement de collaboration entre les gens qui travaillent sur ces automatismes et puis les gens de la sécurité, de la cybersécurité. Il y a un frein technologique aussi. On n'a pas les solutions, ou on ne les a pas encore. Elles sont pas complètement matures. Il y a un frein culturel également. Et donc c'est effectivement l'objectif de CFI, Cyber Security for Industry, qu'on a lancé. L'objectif, c'est vraiment d'agréger autour du FIC comme ça des verticales sectorielles. Alors il y en a une sur la cybersécurité industrielle, on en a créé une aussi sur l'identité numérique, et on a aussi mis le paquet sur le sujet des compétences cette année. C'est pour ça qu'on a créé une European Cyber Cup destinée à valoriser toutes les compétences techniques ou non techniques d'ailleurs, qui concourent à la sécurité. Donc pendant 2 jours, une quinzaine d'équipes se sont affrontées à travers des épreuves d'intelligence artificielle, d'analyse forensique, un capture the flag, et puis aussi des épreuves un peu moins techniques, notamment sur tout ce qui est open source intelligence. Et on a vu des youtubeurs, je crois, se presser dans cette compétition.
Exactement. L'idée, c'est un peu de ludifier, de gamifier, comme on dit, le hacking éthique pour le rendre peut-être un peu plus visible et un peu plus populaire. Encore une fois, dans une logique de valorisation, parce que ce sujet des compétences est absolument clé. Toutes les entreprises nous le disent. Alors, ça dépasse la sécurité, hein, c'est vraiment sur l'ensemble du numérique. Je crois qu'il manque à l'horizon 2025 entre 500 et 700 000 praticiens du numérique en Europe. Et on ne peut pas parler de souveraineté numérique, ça c'est l'un des autres sujets aussi qui a beaucoup été évoqué. On ne peut pas parler de souveraineté si on n'a pas ce vivier de compétences. Et la souveraineté, effectivement, est un autre élément positif, et je pense que c'est aussi assez lié au Covid, hein, où on a pris conscience d'une part de l'importance du numérique pour notre résilience, mais aussi de sa fragilité quelque part, parce qu'il est systémique, et donc forcément tout risque susceptible de l'atteindre peut avoir une dimension systémique. Et donc ça, c'est le volet un peu plus politique, on va dire, du forum. Au-delà des aspects très opérationnels, on a aussi beaucoup parlé de souveraineté numérique et donc de cette idée que finalement on avait intérêt à construire un numérique qui corresponde à nos valeurs, à nos styles de vie, et qu'il ne fallait pas se voir imposer un numérique soit très consumériste, trop consumériste, soit au contraire trop totalitaire, comme on peut le voir dans certains pays. À l'échelle française ou européenne, Guillaume Tissier? Pardon ? La souveraineté à l'échelle française ou européenne? Alors, je crois que c'est la maille européenne qui est la bonne, parce que clairement, seul, on ne pèse pas assez lourd. Et donc, le sujet de l'Europe est le sujet d'ailleurs clé de ce FIC et du FIC prochain. On va bientôt avoir la présidence française de l'Union européenne, qui va être une opportunité un peu historique pour pousser ces sujets. On va remettre tout à l'heure un livre blanc, publier un livre blanc sur ce sujet, sur les grandes priorités de la présidence française de l'Union européenne. Mais clairement, c'est au niveau européen, à la fois au plan opérationnel et au plan politique, que ces sujets doivent se développer. Alors, ça ne gomme pas évidemment les échelons nationaux. Il ne s'agit pas de gommer l'importance d'avoir des équipes de cybersécurité, des agences et des dispositifs nationaux. Ça suppose simplement ensuite qu'on les mette en réseau et qu'on ait une véritable approche européenne pour compter ensuite au niveau mondial. Un commentaire, Alain Staron, sur ce FIC et les attentes. Bah oui, OT IT déjà, c'est le vrai sujet, puisque les équipes IT ne savent pas faire de l'OT, même si elles pensent que si c'est digital, elles devraient savoir le faire. Et donc ça crée un vrai problème, un vrai gouffre dans lequel il faut pouvoir s'engouffrer, avec des solutions, sachant qu'il y a un nouveau problème qui est sorti la semaine dernière. Vous avez vu, Bracktooth, 16 failles du Bluetooth qui affectent... Alors il y a Qualcomm, les tablettes Microsoft, Intel... Et donc ça veut dire que votre Bluetooth peut au mieux ne pas marcher et au pire installer un malware qui permettre l'installation. Ouais. Donc il y a un vrai sujet autour de ça et voilà. On n'est pas tout à fait sorti de l'auberge. Après il y a quand même des initiatives, effectivement en banque de talent, il y a quand même des initiatives. Je pense en particulier à une boîte qui s'appelle Sekiot qui a démarré l'année dernière et qui fait du sniff, de la surveillance des risques de cyberattaque. Donc effectivement. On est en plein dedans, il faut foncer, on n'est peut-être pas assez nombreux, mais on bouge. Et effectivement, la bonne maille, c'est l'Europe. Et d'ailleurs, demain, je reçois la directrice générale de 42 qui, vous verrez, nous explique comment, en fait, on arrive, en sortant de cette école de développeurs, à avoir 100% d'embauche. Donc, on voit vraiment à la fois que c'est sans doute une excellente école, mais qu'il y a beaucoup d'attentes. Merci, Guillaume Tissier. Je rappelle que vous êtes donc directeur associé de Avisa Partners, coordinateur du FIC, ce Forum international sur la cybersécurité, où on vient faire du business aussi entre les offreurs de solutions et les acheteurs, mais réfléchir aux grands enjeux, aux défis cyber. Alors, on enchaîne avec les autres actualités que j'avais envie de vous voir commenter, Alain. Notamment cette intégration donc, du Pass Navigo dans une toute nouvelle carte bancaire. C'est un projet qui est en cours, qui émane donc d'une petite banque en ligne qui est plutôt spécialisée dans les comptes professionnels. Et là, cette idée de dire, finalement, on va se servir de la carte bancaire comme d'un outil dans lequel on peut avoir énormément de choses, dont son pass pour aller dans les transports en commun, en Ile-de-France en l'occurrence. Bonne, mauvaise idée? Alors, c'est rien de vous sous soleil, j'ai envie de dire. Ça se fait à Londres, ça se fait à New York, ça se fait à Dijon, ça se fait à Aix-en-Provence. Donc, je dirais, pourquoi pas. Effectivement, moins de plastique dans les poches, mieux on se porte. Mais ça m'amène tout de suite la question, mais pourquoi encore un plastique et pourquoi pas prendre son téléphone? J'ai un peu mené mon enquête. En fait, on peut valider son titre de transport avec un téléphone Samsung sur le réseau du STIF en Ile-de-France, mais on ne peut pas avec un iPhone.
En fait, il y a un problème de compatibilité de technologie. Tout à fait. Alors, moi, j'ai fait ça il y a 10 ans Donc à là, c'est Avignon. plutôt malin. C'est-à-dire que c'est une banque qui se dit, bah tiens, plutôt que d'essayer de modifier tout le système aujourd'hui en place dans l'Île-de-France, eh ben, je vais passer un deal avec eux, adopter leur techno et la mettre dans ma carte. Alors, attention, parce que je ne sais pas combien il y a de valideurs en Île-de-France. Je ne sais pas non plus combien il y a de cartes de crédit. Donc vous avez le choix soit de changer les valideurs, soit de changer les cartes de crédit. Donc vous êtes nouveau, vous démarrez, c'est malin, parce que vous arrivez sur le marché avec un facteur un peu différenciant. Mais avant que ce soit mainstream, avant de changer les cartes de crédit de 100% des franciliens, il y en a 12 millions, je pense que ce serait plus simple de faire évoluer les valideurs. Après, ça peut permettre d'exister à une toute nouvelle banque absolument. en ligne. Ah, c'est un excellent coup marketing. Un excellent coup marketing, bravo, effectivement. Je ne suis pas sûr que ce soit la disruption du siècle. C'est tout ce que je voulais dire. Alors en revanche, l'autre pendant de cette actu, on ne pourra plus recharger son pass Navigo dans un distributeur automatique de billets du CUC ou du Crédit Mutuel. Jusqu'ici, c'était possible, même si on n'était pas d'ailleurs client de ces deux banques. Ça, ce sera plus possible parce que finalement, ils sont aperçus, là, les établissements bancaires, que c'était une diversification qui n'avait pas de sens. En fait, les distributeurs de billets sont en perte de vitesse, sont en voie d'extinction. On en a fermé 1200 l'année dernière, il y en a quelques dizaines de milliers, pas plus en France. Et ça, c'est la fin du cash qui est aussi accélérée par l'arrivée du Covid. Je ne touche pas d'argent, on ne sait jamais, il peut y avoir des virus, des choses dessus. Donc on est sur le paiement dématérialisé. Du coup, au début, le terminal bancaire, c'était dire, OK, je démarre avec des cartes de crédit, je ne sais pas si les gens vont l'accepter. Donc avec ma carte de crédit, je prends du cash. Bon, maintenant, tout le monde accepte la carte de crédit, plus personne ne veut de cash, donc ce système disparaît. Et donc, la diversification supposée de proposer un guichet multimodal permettant aussi d'acheter son pass, tombe, parce que le guichet tombe. Voilà. Parce qu'en fait, c'est le smartphone qui l'a emporté. Et voilà. Et alors là, c'est ça votre théorie, c'est que cette nouvelle carte, même si toutes les cartes Visa se mettaient à être compatibles avec... 12 millions de cartes, il faut combien de temps pour les changer ? Ouais. Je ne sais pas quelle est la durée de vie d'un valideur. Donc c'est peut-être une disruption qui ne va pas durer. Je ne suis pas sûr. Après, le téléphone, c'est pas gagné. Moi, j'ai fait ça il y a 10 ans et le vrai problème que j'ai eu, monter, on validait avec son téléphone, qu'est-ce qui se passe si je tombe en panne de batterie dans le bus ? Comment je démontre que j'ai bien mon pass ? Bref, donc le problème n'est pas tout à fait réglé. Je pense qu'il faut attendre une autre révolution, ou en tout cas évolution technologique, pour trouver la vraie bonne déjà solution. le même problème avec le pass sanitaire, d'ailleurs. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, je voulais qu'on revienne sur Twitch, parce que c'est quand même un phénomène, cette plateforme de live gaming au départ, mais est devenue bien plus aujourd'hui. Ça fait 10 ans, ça fait pas 10 ans que c'est une filiale d'Amazon, mais c'est quand même un joli coup pour Amazon d'avoir récupéré cette pépite. Sur le dos de Google et qui voulait et même, je crois, de Microsoft qui était aussi candidat. Absolument. En fait, c'est très drôle parce que Justin Kan, il a démarré en 2007 ou 2009 en se disant je vais me filmer 24 heures sur 24. La télé-réalité à l'échelle de l'individu. Bon, il a fait ça pendant 8 mois quand même. C'est un super succès. Puis après, il s'est dit bon, ma vie n'est pas drôle tous les jours. En revanche, quand je joue aux jeux vidéo, tous les gens qui jouent aux jeux vidéo sont intéressés. Donc, il lance Twitch en 2011 et il ferme Justin TV parce que Twitch marche très bien. En 2014, le débit Internet occupé par Twitch dépasse celui de Facebook. Tout le monde se rue. Jeff Bezos l'emporte. Donc, c'est devenu une filiale d'Amazon. Ce qui est très intéressant dans cette histoire... Ce qui est pas mal, parce que quand on s'appelle Amazon, on a aussi Amazon Web Service, un super cloud, alors, effectivement, pour assurer les gros débits que réclament aujourd'hui les streaming vidéo. Mais ça, c'est les hyperscalers qui ont suffisamment d'infrastructures pour aller plus vite, d'où éventuellement des problèmes de distorsion de concurrence. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a réussi à faire un truc qui est le Graal et qui est très compliqué. C'est un média totalement interactif. Quand est-ce que Bismarck sera sur Twitch ? Ah ben ouais, moi je suis impatiente. C'est un vrai sujet. C'est très compliqué, très demandeur de ressources. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Alain, évidemment, parce que c'était une plateforme au départ que de gamers, des gens qui voulaient voir d'autres gens jouer, savoir comment ils avaient passé des niveaux et tout ça. Donc finalement une niche. Oui. Même si le jeu vidéo est devenu un phénomène de société, donc on comprend que ça a pu prendre de l'ampleur, mais aujourd'hui, ce qui cartonne, c'est le just chatting. Exactement, c'est le premier stream, just chatting. Donc on a juste envie de parler autour de streamers qui font du jeu, mais pas que. Hier soir, je regardais un concert sur Twitch, donc voilà, c'est vraiment devenu très large. Et c'est cette mayonnaise qu'ils ont réussi à faire prendre, de faire interagir une audience, qui fait évidemment, qui fascine tous les politiques. 5 milliards d'heures de visionnage en 2020. Oui, oui, ça fait rêver, oui, c'est sûr.
Alors, autre sujet qu'on devait aborder ensemble, ça c'est votre sujet que vous avez repéré, je vous laisse m'en parler. Oui, lundi dernier, il y a 3 jours, dans le parc le plus peuplé de Singapour, se sont mis à déambuler 2 robots. Quel est leur objectif? De surveiller ce que font les gens qui traversent ce parc. En particulier, est-ce qu'ils sont rassemblés plus de 5? C'est interdit pour le Covid. Est-ce qu'ils ont leur masque? C'est obligatoire pour le Covid. Et tout ça grâce à quoi? À de l'intelligence artificielle. Donc ça, on voit le petit Xavier là. Voilà, c'est lui, c'est Xavier. Bravo. Et donc, alors, l'intérêt pour Singapour, c'est de diminuer le nombre d'agents. C'est-à-dire qu'en fait, le robot passe et puis appelle l'agent quand il y a un problème. Donc, il y a moins d'agents. Pour autant, il y a toujours tant de caméras de vidéosurveillance. Mais le robot fait des angles morts. Et donc, nous sommes surveillés par des IA. Mais alors là, c'est pas une surveillance très discrète. Moi, c'est ça qui m'a frappée. C'est que finalement, on voit vite qu'on est surveillé. Donc, on n'a pas forcément le même comportement. C'est vrai, mais on l'est. Aujourd'hui, il y en a 2. S'il y en a 25, il sera juste impossible de ne pas se comporter comme on doit se comporter. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans plutôt, c'est le fait que c'est une IA qui décode tous ces signaux. Oui. Et hasard du calendrier, vendredi dernier, c'est-à-dire 3 jours avant, Facebook a publié ses excuses parce que, alors qu'un utilisateur de Facebook visionnait, c'était un reportage, je crois, sur des Noirs dans une ville, il s'est vu proposer en bas dans son truc, voulez-vous avoir plus de vidéos sur les primates? Et donc, si l'IA est capable de confondre, alors Google avait fait la même bourde. C'est que les intelligences artificielles sont encore très très bêtes. Hein. Et donc, qu'une IA se trompe pour faire du média, pourquoi pas? Pour pousser des contenus, pourquoi pas? Mais qu'elle se trompe alors qu'elle nous surveille, c'est beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, vous savez que donc l'Europe a fini sa consultation sur la loi sur les usages de l'IA et que maintenant elle passe à la fois à l'Assemblée européenne. Dans les sujets interdits, c'est-à-dire que ça ne peut pas arriver en Europe, il y a la surveillance, il y a le score social, il y a la surveillance des lieux publics. Donc on cherche bien en Europe à limiter ça. Après, il y a des débats sans fin, parce que ça, c'est vraiment interdit. Après, il y a les sujets extrêmement critiques qu'il faut vraiment surveiller, dans lesquels on retrouve le scoring de crédit. Et là, vous avez Mastercard qui dit si je ne peux pas faire de l'IA sur le scoring de crédit, je ne peux plus donner de crédit. Donc, on a tout de suite le combat entre l'individu et l'entreprise. Éternel combat en démocratie. Et c'était déjà des sujets qu'on abordait au moment de l'arrivée des caméras de vidéosurveillance. Là, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il s'agit d'une phase de test. Je crois que c'est pour 3 semaines, que Xavier se balade dans les rues. Et tester, finalement, ça permet justement de s'apercevoir peut-être des biais, de ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas. Hein. Oui, évidemment, heureusement. On a aussi, je crois, une expérimentation beaucoup plus près de nous à Puteaux, avec des caméras de vidéosurveillance qui testent justement l'analyse par une intelligence artificielle, enfin un logiciel qui est capable de repérer des comportements suspects. En fait, la vraie réponse, à mon avis, dès qu'on touche des sujets sensibles comme celui-là, qu'est-ce qu'on a droit à la liberté, je pense qu'on n'arrivera pas à se séparer de l'humain. En tout cas, pas à horizon prévisible. Oui, en tout cas, on ne le souhaite pas. On souhaite en Europe, surtout pas. Une technologie qui reste humaine. Merci beaucoup, Alain Staron. Un dernier mot, non? On a fait le tour. Très bien. Alain Staron, fondateur d'Amborella. Juste après la pause, on va partir une petite pause, oui, c'est vrai, mais on va retrouver après le monde du libre et cette histoire d'un pharmacien en campagne.